Bonjour, je suis le docteur Krawa Faten, rhumatologue. Je vais vous parler aujourd'hui de l'examen des lomboradiculalgies. De quoi on parle? On parle d'une douleur lombaire et d'une douleur du membre inférieur, généralement radiculaire unilatérale. Cette lomboradiculalgie est lombocrurale quand elle est due à une atteinte des racines L3 ou L4 et elle est lombosciatique quand elle est due à une atteinte des racines L3 ou L5. Donc là, sur ce schéma, on a la racine L3 qui vient de la fesse, passe à la face antérieure de la cuisse et s'arrête juste au-dessus du genou. La lombocruralgie L4 qui fait pareil, la fesse, la face antérieure de la cuisse, puis le genou et puis la crête tibiale. La lombosciatique L5 qui est latérale, donc fesse, face latérale de cuisse, face latérale du genou, latérale de la jambe, le dos du pied et le gros orteil. Des fois, elle s'arrête à la genou avec une sensation d'étau autour de la cheville. Et puis la lombosciatique S1 qui est postérieure au niveau de la fesse, de la cuisse, du mollet et puis va au talon, des fois vers le petit orteil. À l'anamnèse, il s'agit d'affirmer le syndrome lomboradiculaire. Cette affirmation va se poursuivre avec l'examen. Donc, il faut déjà demander au patient s'il y a vraiment une lombalgie, préciser le trajet de la radiculalgie, qui est unilatérale. Généralement, c'est une douleur traçante, précise. Et puis demander s'il y a une impulsivité à la toux ou à la poussée à la selle, parce que l'impulsivité imprime une pression au niveau du disque, qui comprime la racine et donc augmente la douleur radiculaire. C'est vraiment un argument en faveur du syndrome lomboradiculaire. On demande s'il y a des troubles sensitifs du membre inférieur qui ont une valeur uniquement topographique, c'est-à-dire s'il y a une anesthésie du gros orteil, on sait que c'est ALL5, mais ça n'a pas de valeur pronostique. Et puis, on demande s'il y a des troubles sensitifs périnéaux qui, associés ou non à des troubles sphinctériens, peuvent constituer une urgence chirurgicale, c'est-à-dire un syndrome de compression de la queue de cheval. Après, on va essayer de voir s'il s'agit d'une lomboradiculalgie commune ou symptomatique. Donc, on demande comment ça a commencé, s'il y a eu un facteur déclenchant, si le début a été brutal ou progressif, si l'horaire est mécanique au mouvement ou inflammatoire avec plus important la nuit, qui réveille le patient la nuit, qui est une douleur constante, qui n'est pas soulagée par aucune position antalgique. On lui demande s'il a des antécédents lombalgiques ou lomboradiculaires, ce qui peut être plutôt rassurant, et on vérifie s'il y a une position antalgique. Toujours vérifier qu'il ne s'agit pas d'une ischémie de membre inférieur. Après, comme toujours, les signes associés, le terrain et les antécédents. Alors, il y a des drapeaux rouges qui nécessitent donc plus de vigilance, de faire un bilan biologique, un bilan d'imagerie et de ne pas s'arrêter au diagnostic de lomboradiculagie commune tant qu'on n'a pas éliminé un problème tumoral, infectieux, autre. Donc, ces drapeaux rouges, c'est les patients de moins de 20 ans ou de plus de 55 ans. La douleur qui n'est pas mécanique, c'est-à-dire qui est constante, avec un dérouillage matinal prolongé, qui a une recrudescence nocturne, une douleur inaugurale chez quelqu'un qui n'a pas d'antécédent lombalgique, qui n'a pas eu de facteur déclenchant, avec une intensité en augmentation, une douleur post-traumatique. Alors, ça peut être un traumatisme important, mais ça peut être une chute de sa hauteur, par exemple chez une patiente âgée ostéoporotique. Et la lombosciatique peut être due à une fracture vertébrale. Et puis le trajet pluriradiculaire mal systématisé. Alors, toutes les lomboradiculalgies sont liées à une atteinte au niveau du rachis lombaire. S'il y a une douleur du rachis thoracique, c'est une douleur d'origine viscérale jusqu'à preuve du contraire. Donc, il faut suspecter un ulcère gastro-duodénal notamment perforé, une dissection aortique, une pathologie du pancréas. Il faut aussi chercher les signes associés, point d'appel infectieux, fièvre, perte pandérale, le terrain,
Des corticoïdes au long cours, par exemple, même inhalés dans l'asthme, ça peut donner des fractures vertébrales. L'immunosuppression et les toxiques par voie veineuse qui peuvent donner des spondylodycites. Un antécédent tumoral, et dans ce cas, il faut suspecter une lombosciatique sur métastase. Un tabagisme important, éthylisme chronique, l'ostéoporose, comme je vous l'ai dit précédemment, et puis une infection récente, une chirurgie du rachis récente, une coloscopie récente qui peut donner une spondylodycite également. On passe à l'examen. Donc, à l'examen clinique, il s'agit donc de retrouver le syndrome rachidien et le syndrome radiculaire. Le syndrome rachidien, c'est l'attitude antalgique, comme sur les photos chez ce patient. La raideur rachidienne en flexion avec mesure du Schobert. La sensibilité à la palpation en interépineux et en paravertébral avec éventuellement sonnette. La sonnette, ça veut dire que la palpation à un niveau donné déclenche la radiculalgie. Et puis aussi le réveil de la douleur en mobilisant le rachis. Le syndrome radiculaire maintenant, donc dans les lombosciatiques, c'est le LASEG et dans la lombocriralgie, c'est le LERI. Le LASEG, il se fait généralement en décubitus dorsal, mais si le patient est très douloureux et qu'il ne tient qu'en décubitus latéral, on peut quand même le faire. Il faut le faire tout doucement. Il faut que le patient soit complètement détendu et c'est un mouvement fait en passif. Le mouvement doit reproduire le trajet pour un angle inférieur à 60. S'il est positif, en fléchissant le genou, on soulage le patient. S'il est négatif, en fléchissant la cheville, on sensibilise le LASEG. Il y aura une vidéo qui vous montrera tout cela. Le LERI, donc, il se fait en décubitus latéral ou ventral. On fléchit le genou en douceur à 90 degrés, puis on imprime une extension de cuisse et ça reproduit le trajet douloureux. Préalablement à ces manœuvres, il faut toujours examiner la coxofémorale parce qu'une coxofémorale douloureuse donnera une douleur aux manœuvres. Toujours examiner le genou et toujours examiner l'époux périphérique. Et on peut aussi vérifier qu'il n'y a pas de suspicion de phlébite. Pour les réflexes ostéotendineux, l'abolition du réflexe rotulien est en faveur d'une lombocriralgie et celle de l'achillaire 1 en faveur d'une lombosciatique S1. Pour la lombosciatique L5, il n'y a pas de réflexe dédié. Donc là, je vous montre la manœuvre de la SEG et ici la manœuvre de l'ERI. Comme vous voyez, ça doit reproduire le trajet. Des fois, ça reproduit uniquement au niveau lombo-fessier et ça peut être dû tout simplement à des ischio-jambiers courts. Les complications neurologiques. D'abord, le syndrome de compression de la queue de cheval, qui est une urgence neurochirurgicale après une IRM en urgence à faire dans un délai inférieur à 3 heures. Il y a plusieurs signes qui peuvent orienter vers la compression de la queue de cheval, comme l'hypoesthésie ou l'anesthésie à tous les modes en selle ou en hémicelle du côté de la lomboradiculalgie. La selle, c'est-à-dire le périnée, la partie toute profonde des fesses, l'anus. Ça peut être une difficulté à initier la miction ou nécessité de pousser pour uriner. Ça peut être une rétention urinaire qui n'est pas ressentie, qui n'est pas douloureuse puisque le patient a des troubles sensitifs, d'où l'intérêt de faire un bladder et s'il est négatif de faire un bladder post-mictionnel. Mais ça peut aussi se manifester par une pseudo-incontinence urinaire par regorgement. En cas de doute, on peut faire le résidu post-mictionnel qui est pathologique à partir de 50 cc chez un patient jeune qui n'a pas d'antécédent. Ça peut se manifester par une constipation puisque le patient ne ressent pas l'envie d'aller à la selle, puis une sorte de fausse diarrhée du constipé avec des fuites fécales et puis une incapacité à retenir les gaz. À l'examen, on a une insensibilité anale et du périnée et une abolition de la contracture anale au toucher rectal. On peut aussi questionner le patient s'il a des troubles érectiles, avec absence d'érection matinale ou nocturne. Et puis, s'il y a compression de la queue de cheval, le risque, c'est une bilatéralisation de la radiculalgie avec une atteinte pluriradiculaire des membres inférieurs et risque d'évolution vers une paraplégie flasque.
S'il y a suspicion de syndrome de la compression de la queue de cheval, il faut essayer de dater, parce qu'au-delà de 72 heures, la chance de récupérer est très faible. On recherche maintenant, on fait l'examen neurologique à la recherche des complications neurologiques, notamment du déficit moteur. Pour une lombrocruralgie, en dynamique, il s'agit de chercher un signe du tabouret, c'est-à-dire le patient qui est incapable de se mettre debout d'un siège, incapable de s'accroupir ou avoir des difficultés, et puis des difficultés à montrer les escaliers. L'examen en statique, qui se fait au lit, idéalement en décubitus dorsal. Si le patient est très douloureux, on peut le faire en décubitus latéral. Pour la racine L3, il s'agit de la flexion de la cuisse sur le tronc, commandée par l'iliopsoas, et l'extension du genou en fin d'extension, commandée par le quadriceps. Il y aura plus tard une vidéo qui vous montrera tout ça en pratique. Pour la racine L4, il s'agit de l'extension du genou en fin d'extension, donc le quadriceps, et la flexion dorsale ou inversion du pied, et donc le tibial antérieur. Au niveau de la lombosciatique, l'examen dynamique marche sur les pointes, sur les talons avec les pieds nus et sans chaussettes, et statique au lit en décubitus dorsal et éventuellement en décubitus latéral si le patient n'arrive pas à se mettre en décubitus latéral. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est de faire toujours l'examen bilatéral et comparatif et de commencer par le côté sain pour ne pas déclencher et exacerber la douleur du patient pour que l'examen puisse se faire correctement. Pour la racine L5, donc, il y a la flexion dorsale du gros orteil, donc le releveur propre du gros orteil. Même s'il est à 0, ça ne pose jamais l'indication chirurgicale lorsqu'il est isolé. La flexion dorsale des autres orteils commandée par le releveur commun des orteils. La flexion dorsale inversion du pied commandée par le tibial antérieur. L'abduction ou éversion du pied en bloquant la cheville commandée par les fibulaires. Au niveau de la racine S1, il s'agit de la flexion plantaire du pied et des orteils, commandée par le triceps sural, la flexion de genou, également le triceps sural, et l'extension de cuisse par le grand fessier. La cotation du déficit, donc quand il n'y a aucune contraction, aucun mouvement, c'est coté à 0. Quand on voit les muscles se contracter mais qu'il n'y a aucun mouvement, c'est coté à 1. Quand l'amplitude est complète en décubitus, en ayant éliminé la pesanteur, c'est une cotation à 2. Et quand l'amplitude est complète contre pesanteur, mais il n'y a pas de résistance, ou la résistance est vraiment minime, ou alors transitoire, c'est une cotation à 0, à 3. De 0 à 3, c'est une indication chirurgicale. Donc IRM en urgence et avis chirurgical. La cotation 4, c'est quand on a le mouvement complet contre pesanteur, mais que la résistance elle est partielle ou fatigable comparativement au côté sain. Et la cotation à 5, c'est quand le mouvement est normal contre pesanteur et contre résistance. J'insiste qu'il faut que le patient soit détendu, que l'examen doit être fait en douceur. Et s'il est hyperalgique et qu'on n'arrive pas à faire l'examen, de mettre en place une antalgie et de refaire l'examen lorsqu'il est un petit peu soulagé. Lombosciatique paralysante, syndrome de la queue de cheval, IRM en urgence et avis chirurgical. Il faut éviter de faire un scanner, sauf si vraiment il y a une contre-indication absolue à la réalisation de l'IRM. Le neurochirurgien ou le chirurgien orthopédique ne peut pas programmer son geste chirurgical sur un scanner. Voilà, j'espère que c'est clair. Il y aura une vidéo qui va suivre où je prends pour cobaye mon collègue le docteur Loïc Pauvel pour vous montrer l'examen radiculaire et puis le testing moteur. Voilà, merci. Donc, je vais vous montrer l'examen clinique avec mon cobaye, le docteur Pauvel. Je commence par vérifier déjà la hanche, parce que si la hanche est douloureuse, ça fausse l'examen. Je vérifie le genou et je commence la manœuvre de la sègue tout en douceur. Je demande au patient de me dire stop dès que la douleur reproduit son trajet. Donc, je monte jusqu'à 60 degrés. Au-delà, ce n'est pas significatif. S'il n'y a pas de la sègue, je sensibilise en fléchissant le pied. Quand je suis en cette position-là, je fléchis le genou. Si là, la sègue et que c'est soulagé en fléchissant le genou, c'est encore un argument en faveur du fait qu'il s'agit vraiment d'un LASEG et pas d'une symptomatologie en lien avec des ischio-jambiers courts.
Je revérifie la coxo-fémorale. Et puis, je profite de la position pour tester l'iliopsoas. Moi, je le fais, qu'il s'agisse de sciatique ou de lombo-sciatique ou de lombo-cruralgie, je le fais toujours. Donc, je demande au patient de faire le mouvement complet et de résister. Après, je teste le quadriceps en fin d'extension. Donc, je demande au patient d'étendre complètement son genou contre résistance. Tant que je suis là, je teste le grand fessier, baisse la jambe. Et puis, on peut aussi tester la flexion du genou. Tire vers toi. Hop. C'est bon. Maintenant, en distal, on teste le tibial antérieur en flexion de la cheville, le releveur propre du gros orteil, tire vers toi, le releveur commun des orteils, tire vers toi, les fibulaires, on bloque la cheville et on demande au patient de bouger le pied en essuie-glace et l'extension du pied. Et je vais vous montrer la manœuvre de Léry. Tu peux te tourner sur le côté. Donc, on fléchit le genou à 90 degrés et en douceur, on tire vers l'arrière. La manœuvre doit faire reproduire la douleur du patient. Je profite qu'il est dans cette position. Si le patient a une douleur qui ressemble à une sciatique L5, mais pas de syndrome rachidien, uniquement une douleur radiculaire, encore plus s'il boite un petit peu, ça peut être une tendinite du moyen fessier qui s'insère au niveau du grand trochanter. Et dans ce cas, on trouvera une douleur à la palpation. Et puis, on demandera au patient une abduction contrariée. Et elle fera mal. Et puis, en même temps, on peut tester le moyen fessier. Voilà.